et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vue d'Europe, l'émission consacrée à l'actualité de la délégation française du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen où nous nous trouvons justement. Nous sommes donc ici sur ce plateau à Bruxelles et nos invités du jour sont Jean-Léon Lacapelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen et membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés également, Philippe Ollivier, député européen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la commission des transports et du tourisme, mais aussi directeur général de Save Europe France, cette campagne contre le pacte d'immigration de l'Union européenne. Alors justement, Philippe Ollivier, c'est quoi ce pacte d'immigration? Et on l'avait compris, pour vous, ce pacte représente un danger, mais en quoi serait-il un danger pour les Européens? Bien, je crois que ce pacte, il fait courir à l'Europe trois dangers majeurs. Le premier, c'est un danger pour les États de souveraineté, puisqu'en fait, la Commission usurpe les pouvoirs qui étaient dévolus aux États. Les États avaient une compétence de principe en matière de migration, et là, cette compétence de principe, c'est la Commission qui va se l'attribuer. Il y a donc un changement des traités, et la Commission ne passe pas par la procédure des traités, mais par une procédure allégée de pacte, avec une simple majorité. Donc on a un problème de souveraineté des États. Le deuxième problème que je vois, c'est qu'on a un problème politique à terme, puisque le pacte va flouter les notions entre réfugiés et migrants, et donc on va avoir évidemment l'arbitrage des juges. Et évidemment, l'arbitrage des juges sera souvent défavorable, sera souvent immigrationniste et donc défavorable aux États. Et donc on va aller d'abord vers une dépossession des États, puis après une dépossession des peuples, parce qu'en vertu de l'État de droit, il ne sera plus possible de revenir sur les législations qui se seront mises en place. Et puis le troisième point qui me semble important de signaler, c'est qu'on va aller vers la submersion migratoire de l'Europe, avec des filières nouvelles d'immigration, la régularisation d'immigration illégale, la création de filières nouvelles comme le regroupement familial élargi à toute l'Europe, aux frères et sœurs, mais également aux familles qui se seront constituées sur la route. Et puis, enfin, des difficultés accrues d'expulsion. Tout cela va conduire à une immigration que l'on évalue à peu près à 70 millions de personnes en quelques années. Donc, vous dites submersion, c'est un mot fort quand même, mais c'est un mot aussi qu'on entend souvent de la part des élus de votre délégation, au Parlement européen aussi. Mais que dites-vous à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui disent ces personnes-là qui fuient leur pays d'origine pour rejoindre l'Europe illégalement, entre autres, eh bien ces gens-là, ils fuient la misère, ils fuient la guerre parfois. Oui, alors ils fuient la misère et ils fuient la guerre, c'est vrai. Beaucoup fuient la misère parce que ce ne sont pas des réfugiés en tant que tels, ce sont des migrants économiques qui viennent chercher dans l'Eldorado européen, le prétendu Eldorado européen, des avantages qu'ils n'ont pas chez eux. Nous pensons qu'il faut développer plutôt des solutions chez les personnes qui sont en difficulté, et lorsqu'il y a des réfugiés, n'accueillir que les vrais réfugiés, et non pas détourner le droit d'asile avec des fraudes. Donc, pour contrer ce pacte, pour s'y opposer, vous, avec votre délégation et aussi d'autres délégations de votre groupe politique, vous avez lancé cette initiative, cette campagne Save Europe. Mais c'est quoi Save Europe? Pourquoi ce nom et en quoi consiste cette campagne? Alors, Save Europe, c'est une campagne des partis nationaux européens qui veulent s'opposer à ce pacte d'immigration. C'est la première grande campagne européenne qui est menée à l'échelon du continent par le parti politique Identité et Démocratie et par les partis nationaux qui sont partenaires. Donc c'est une campagne de sensibilisation d'abord des opinions à la dangerosité de ce pacte, et c'est une campagne de mobilisation des opinions par une signature, la signature d'une pétition contre ce pacte. La pétition est en ligne et elle est disponible. D'accord, mais les discussions sur ce pacte, elles sont encore en cours, si on comprend bien. Et du coup, est-ce que vous avez une idée quand est-ce que ce pacte il serait adopté? Bien, la Commission voudrait profiter à la fois du Covid et du fait qu'il n'y ait pas de grandes élections dans les grands pays européens pour essayer de le faire adopter en catimini. Et c'est tout ce qu'on est en train de voir avec un processus qui est inexorable. La Commission voudrait le voir approuvé pour 2022. Nous pensons que la procédure qui est employée n'est pas la bonne procédure et qu'il faut donner la parole au peuple. Il y a un principe fondateur de l'Europe plurimillénaire qui est le grand principe
Vox populi, vox dei, eh bien, sur ce sujet-là, donnons la parole au peuple. Merci Philippe Olivier. Sur un autre sujet maintenant, tout aussi important, vous allez le voir tout de suite, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces géants du web américain qui dominent aujourd'hui le marché du numérique. Cet acronyme des GAFAM revient souvent dans l'actualité, et notamment grâce, ou plutôt à cause, de la récente censure de Donald Trump, cette affaire qui a fait beaucoup de bruit. Jean-Léon Lacapelle, vous, justement, en tant que membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, vous avez dénoncé l'influence des GAFAM et l'influence de ces réseaux, cette influence croissante sur notre liberté d'expression. Pourriez-vous nous en dire plus? En effet, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de dénoncer parce que nous traversons une période historique, unique et en même temps inadmissible. Nous avons des affaires où nous nous confrontons à des GAFAM qui aujourd'hui souhaitent imposer leur idéologie. Nous assistons à des GAFAM qui aujourd'hui estiment que leur pensée est supérieure à la pensée des nations, que leur idéologie est supérieure aux lois des nations. Et nous assistons à un certain nombre de dérives assez inadmissibles de la part de ces GAFAM. L'exemple que vous venez de citer, c'est l'exemple de Donald Trump. On aime ou on n'aime pas Donald Trump. Mais quand vous avez un président de la République des États-Unis qui est en exercice et qui se voit suspendre, puis supprimer l'ensemble de ses comptes sur les réseaux sociaux parce qu'il ne correspond pas à la pensée unique de ces GAFAM, mais écoutez, nous assistons bien évidemment à une entorse très grave de la démocratie et de la liberté d'expression. Et ceci n'est plus concevable et ceci pose un problème extrêmement grave dans le pluralisme politique et dans la liberté d'expression de nos concitoyens. Je rappelle qu'il y a 3,5 milliards de gens qui aujourd'hui sont actifs dans les réseaux sociaux. Ça représente 45% de la population mondiale. Les GAFAM ne doivent pas les censurer. Les GAFAM doivent continuer à avoir un rôle qui est de proposer une plateforme de communication, une plateforme d'expression, mais certainement pas d'être une plateforme de censure. Et un certain nombre de pays se réveillent aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne, mais au sein de l'Union européenne, il y a deux pays. C'est la Pologne, d'une part, et la Hongrie qui l'a suivi il y a quelques jours, et qui aujourd'hui veulent légiférer de manière à interdire la censure de la part des GAFAM et de manière à protéger la liberté d'expression de nos concitoyens. Je crois que c'est important que l'Union européenne y réfléchisse ou que chaque État puisse le faire, car je peux m'inquiéter demain, si nous projetons en France, dans le cadre de l'élection présidentielle à laquelle nous allons nous exposer en 2022 en France, l'élection présidentielle, on pourrait imaginer demain que les GAFAM censurent un certain nombre de comptes qui soutiendraient la candidature de Marine Le Pen, dont on le sait, bien qu'elle soit très démocratique, bien évidemment, et très soutienne de la démocratie, pourrait déranger un certain nombre d'acteurs du système. J'espère que cela n'arrivera pas, mais pour cela, il faut que nous légiférions de manière à empêcher ce type d'entorse et de dérive. Donc au final, les GAFAM, en fait, ils reviennent des puissances étrangères. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne pourrait contrer cette influence croissante? Est-ce que peut-être l'émergence des GAFAM européens pourrait être une solution? Bien, le problème, c'est que nous sommes pris en étau entre les géants américains et chinois. Et que nous n'avons jamais favorisé l'émergence d'un géant européen. Il y a eu en France, Wanadoo, qui a été un moteur de recherche dont vous vous souvenez, qui finalement a été abandonné par l'État et par un certain nombre de politiques qui nous dirigeaient. Il y a eu aussi Prime Minister, qui est l'un des GAFAM, qui ressemble à Amazon, qui a été aussi abandonné. Le Prime Minister a été vendu aux Japonais. Le problème, c'est que nous n'avons pas de géant européen. Il faut en revanche que l'Union européenne favorise des initiatives locales, favorise que demain puisse émerger un acteur national et qu'il puisse devenir un géant européen, parce que entre les Chinois et les Américains, notre liberté d'expression est absolument remise en cause. Et c'est le rôle aujourd'hui de l'Union européenne. Je me suis, moi, à plusieurs reprises exprimé à ce sujet-là, mais j'avoue que mes recommandations ou mes sollicitations sont restées lettres mortes. Donc vous avez dit à plusieurs reprises que les GAFAM, l'influence des GAFAM représente une menace
à nos libertés, à la liberté d'expression notamment, à nos industries, à notre indépendance, à nos économies également. Mais comment, du coup, on peut combattre cette influence et que proposez-vous concrètement? Est-ce que, par exemple, il y a des propositions concrètes au niveau de la loi, de la justice, peut-être fiscalité? On a, je crois, aujourd'hui, on a 3 problèmes. On a un problème qui est fiscal. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, un certain nombre de GAFAM aujourd'hui exercent en France, mais dans l'ensemble des pays européens, sans avoir les mêmes contraintes juridiques ou les mêmes contraintes fiscales que d'autres acteurs. Certains d'entre eux ne payent pas d'impôts en France ou payent partiellement des impôts en France. Ceci n'est pas normal. Et je vais vous donner un exemple. Les GAFAM, en 2019, ont payé 130 millions d'euros fiscalement lorsqu'ils auraient dû normalement payer 1,1 milliard d'euros. Donc il y a un écart qui n'est pas acceptable et qui crée une concurrence déloyale par rapport, bien sûr, à nos acteurs européens. C'est le premier point. Deuxième point, c'est un point juridique. Et je citais la Pologne et la Hongrie. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, ce soit les GAFAM qui décident et qui jugent de ce qui est bien, de ce qui est mal, et de ce qui peut être exprimé et de ce qui ne peut pas l'être. Il faut bien évidemment que la loi nationale reprenne le pouvoir et prime, bien évidemment, les décisions arbitraires des GAFAM. Enfin, il y a bien sûr un problème politique sur la confidentialité des données aussi qui sont traitées aujourd'hui, qui sont exploitées par les GAFAM. Nous souhaitons et nous aimerions que toutes les données traitées par les réseaux sociaux, par exemple, de la part des Européens ou de la part d'acteurs ou d'internautes européens, soient exploitées sur le territoire européen. Et je vous donne un exemple, ce qu'avait fait Donald Trump, notamment aux États-Unis, lorsque TikTok a souhaité exploiter les données des Américains. Eh bien, écoutez, Donald Trump avait tendu le bras et avait demandé à ce que la filiale de TikTok, la filiale américaine, soit vendue à les Américains. Il avait obtenu gain de cause. Merci Jean-Alain Lacapelle. Je vous remercie. Eh bien, merci. Je remercie nos invités et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour le nouveau numéro de Vue d'Europe.